Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre à nouveau pour ce nouveau webinaire consacré au secteur du logement social et sur un sujet qui nous est apparu important avec Grégory, qui est le sujet de la cybersécurité. Peut-être on va se présenter avec Grégory. Donc moi, je suis Nicolas Guégnier-Duparc. Je suis associé chez Grant Thornton sur le volet risk management et j'anime aussi tout le conseil pour le secteur du logement social. Donc pour ma part, oui, bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Donc je suis Grégory Mauguin, je dirige la pratique cyber au sein de Grant Thornton. Je travaille pour ma part depuis près d'une vingtaine d'années dans le domaine de la cybersécurité, en ayant commencé en tant que RSSI dans un domaine de l'archivage confidentiel électronique. J'ai ensuite dirigé des pôles de conseil, puis des business units en cybersécurité dans un contexte international. Et donc, je dirige à l'heure actuelle donc, cette pratique cyber qui s'articule autour de 3 piliers, qui sont l'audit et le conseil pour le premier. Pour le second, intégration et vente de solutions cybersécurité partenaires. Et enfin, un troisième pilier qui est tout ce qui est sécurité managée par le biais d'un Security Operating Center. Un rappel, avant de démarrer sur le sujet de la cyber, un rappel sur tout ce que nous faisons aujourd'hui dans le domaine du logement social et du conseil. Vous nous connaissez peut-être sur certaines prestations. L'idée, c'était là de vous donner une vue un peu plus globale des offres et des services qu'on apporte. Notre offre de conseil, en fait, est structurée autour de 3 grands thèmes qui sont transformés, opérés et protégés. Et donc, je vous ai mis là sur l'écran quelques exemples des services qu'on peut apporter. Sur le volet transformation, et notamment pour des grands groupes ESH, on accompagne la transformation des fonctions finances, et notamment via la création de centres de services partagés comptables, et voir l'externalisation sur nos plateformes de ces centres de services partagés. Sur le volet opéré, on est DPO externalisé d'une bonne vingtaine de bailleurs sociaux. On intervient aussi chez certains pour renforcer leurs équipes compta finance. On intervient sur des sujets de formation de façon très variée, que ce soit sur des aspects de conformité Sapin 2 RGPD, ou que ce soit sur des aspects purement techniques comptables, par exemple. Et puis sur le volet protégé, on intervient et on accompagne les bailleurs sur leur mise en conformité Sapin 2 ou RGPD. On intervient beaucoup en ce moment sur tout ce qui est relatif à la mise en place ou au renforcement des dispositifs de contrôle interne. L'audit interne, bien évidemment, une fois que le contrôle interne est en place. La gestion de crise et les plans de continuité d'activité. La cybersécurité, qui est le sujet du moment, c'est un sujet qui nous a beaucoup occupé avec Grégory sur l'année qui vient de s'écouler, et c'est notamment la raison pour laquelle on a voulu organiser ce webinaire, pour vous faire un petit peu de retour d'expérience sur tout ce qu'on a pu voir dans le secteur, et puis vous donner un petit peu les clés pour prendre ce sujet qui est quand même assez compliqué à prendre. Et puis un dernier sujet avec une équipe qui vient de se renforcer sur cette thématique-là, qui est tout ce qui tourne autour du contrôle de gestion et du pilotage des chantiers. On sait bien que les chantiers de construction représentent des montants très importants, et donc le bon pilotage de ces chantiers-là est souvent source d'économie, et donc on a développé une offre d'accompagnement pour permettre justement aux bailleurs de sécuriser et d'encore plus maîtriser ce volet-là. Mais ce que je vous propose, c'est de tout de suite passer sur le cœur de sujet qui est la cybersécurité, et que Grégory puisse un peu vous donner des clés sur comment prendre ce sujet-là, et puis aussi, à travers l'éclairage qu'on a eu, des missions qu'on a pu faire dans le secteur du logement social sur cette dernière année, vous donner un petit peu aussi de feedback et de retour d'expérience là-dessus. Voilà. Et dernière chose, vous avez la possibilité, comme d'habitude, de poser des questions via le chat du webinaire, et on y répondra probablement à la fin ou au fil de l'eau. Moi, je vais suivre pour Grégory les questions, et puis je lui permettrai de les lui relayer, qu'on puisse
comme ça, répondre de manière interactive à vos interrogations. Merci beaucoup, et tout de suite, Grégory, je te passe la parole. Très bien, merci Nicolas. Donc, pour vous présenter le plan de ce webinaire rapidement, tout d'abord, nous allons vous présenter une approche générale. Comment prioriser les risques cyber d'une façon pragmatique. Ensuite, on aura tout un deuxième volet qui consistera au regard de notre expérience dans le monde des bailleurs sociaux et puis des missions que nous avons pu réaliser. Vous donner, alors bien entendu, il n'y a jamais, entre guillemets, de recette magique. En revanche, il y a tout de même des fils conducteurs et donc des axes autour desquels il convient de s'attacher et de travailler. Donc, nous prenons un cas de figure qui, bien entendu, est d'actualité toujours malheureusement, autour des conséquences de la crise sanitaire et sur un événement, donc cet événement qui implique l'ouverture du système d'information sur le monde extérieur. Et donc, nécessairement, il y a un sujet de priorisation, de gestion du risque cyber de ce fait. Et puis, un autre sujet, alors bien entendu, on ne peut pas être exhaustif, mais c'est un axe également qui nous paraît important dans la mesure de ce que nous avons pu constater en travaillant avec vous ou avec des personnes qui travaillent dans votre secteur d'activité. Il s'agit de la gestion des tiers qui interviennent sur les systèmes d'information, le SI en abrégé, et qui peut constituer un élément qui, d'une part, et c'est un petit peu antinomique, peut contribuer à sécuriser le système d'information, mais peut malheureusement également contribuer à le fragiliser. Donc nous allons, sur ces deux cas de figure concrets, vous donner des éléments constatés et d'autre part, des solutions pour gérer le plus finement possible le risque cyber. Alors, tout d'abord, l'approche générale de la priorisation des risques cyber. Donc nous n'allons pas faire un long exposé tout à fait ésotérique, mais nous allons tout de même aborder ce point sous un angle un tout petit peu conceptuel, mais qui se veut tout de même pragmatique. Alors, pourquoi prioriser? Eh bien, ça c'est bien le premier point, c'est parce que la sécurité est un puissant fond. Autrement dit, il est toujours possible d'aller plus loin et de sécuriser davantage un système d'information, et d'ailleurs c'est comme ça que nous l'avons annoncé, tout système d'information présente des vulnérabilités. Soit, mais il s'agit de positionner le curseur de manière à répondre à vos enjeux de sécurité. Et donc, puisque la sécurité est un puissant fond, il y a bien un sujet de priorisation. Le deuxième point, c'est parce que les budgets et les ressources ne sont pas illimités. Comme ils ne sont pas illimités, encore une fois, la notion de priorisation intervient tout à fait naturellement. Il faut définir les plans d'action qui sont prioritaires et, de façon pragmatique, s'intéresser à ceux-ci pour sécuriser vos actifs essentiels. Ensuite, et c'est tout à fait intrinsèque à l'approche de la sécurité des systèmes d'information, tous les systèmes d'information n'ont pas les mêmes besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, on y reviendra un petit peu plus dans le détail. Finalement, la cybersécurité, c'est quelque chose de simple, entre guillemets. Elle s'intéresse à 4 critères, qui sont la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité. Eh bien, en fonction des différents organismes, en fonction des différentes entreprises, et même au sein d'une même catégorie d'organismes ou d'entreprises, à savoir aujourd'hui les bailleurs sociaux, eh bien, vous pouvez avoir des besoins de sécurité sur ce qu'on appelle les biens essentiels qui sont les processus et les données, et d'autre part sur les biens supports, donc les ressources qui vont constituer votre système d'information, eh bien les besoins de sécurité vont être différents. Donc il s'agit de contextualiser. Alors, nous y arrivons. Comment justement prioriser ces risques cyber? Alors tout d'abord, ce que nous préconisons, c'est de simplifier l'approche par le risque. Bon, un risque, par définition, on va avoir la convergence d'un événement redouté, d'un scénario, on va avoir une probabilité d'occurrence, on va avoir la notion d'impact. Alors, il y a des méthodologies qui sont très bien faites, méthodologie de l'ANSSI, par exemple, les BIOS, qui décrit de quelle manière on doit envisager tout cela. Et puis, parfois, dans des organisations, on se rend compte que pour des raisons de ressources, pour des raisons aussi parfois d'expertise, eh bien, tout cela peut paraître un petit peu abscon. Et donc, nous, ce que l'on préconise, c'est d'aller vers une démarche un petit peu simplifiée, qui a le mérite d'être tout à fait intéressante et pragmatique. Et puis, vous allez vous rendre compte que parfois, il n'est pas indispensable de trop conceptualiser les choses. Naturellement, on a des intuitions,
Donc il s'agit de structurer tout cela, mais nos intuitions nous permettent d'avoir une approche qui est tout à fait recevable. Donc bien sûr, il faut s'inspirer des normes et standards. Alors, il y a des normes généralistes, on parle de l'ISO 27001. Mais surtout, il faut définir les besoins de sécurité qui sont propres à votre organisation. Ces fameux besoins de sécurité selon les 4 critères que j'évoquais tout à l'heure. En un mot, il faut contextualiser votre approche. Alors, l'approche globale, justement, que nous préconisons et qui est une approche, je vous le disais, qui permet de simplifier un petit peu l'idée qu'on se fait d'un risque. Alors, je vous le disais, pour les puristes, hein, on a nécessairement la notion d'impact, la notion de probabilité d'occurrence, et puis on peut s'intéresser donc aux besoins de sécurité. Donc, en cybersécurité, tout part de la donnée. Finalement, quand on protège un système d'information, on protège les actifs informationnels qu'ils hébergent ou qu'ils permettent de traiter. Donc notre démarche, dans un premier point, il s'agit d'inventorier les données. Donc toute la difficulté est de faire cela selon une granularité qui est adaptée. Il ne s'agit pas de faire une liste à la Prévert de la totalité des typologies de données, d'informations que votre système d'information héberge ou traite. Il s'agit de les catégoriser, notamment en fonction des besoins de sécurité qu'ils vont faire apparaître. Ensuite, on va cartographier ces données. Et cela, pour vous tous qui vous êtes nécessairement intéressés au RGPD, vous voyez qu'il y a des similitudes avec les approches qui sont préconisées en la matière. Donc, on va constituer des matrices qui vont permettre de localiser sur le système d'information, sur les actifs IT, informatiques, les différentes données. Et puis là, on va définir les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité dans la 3e étape, selon ces 3 critères en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité, de traçabilité. Mais ces besoins, ils doivent émaner des directeurs métiers, nécessairement. Ils doivent être validés par la direction générale. Ils ne doivent pas émaner de la DSI elle-même. Parce que la DSI doit mettre en pratique des solutions qui vont répondre à des besoins, mais ces besoins, ils viennent de vos enjeux métiers, des enjeux stratégiques de l'organisation. C'est pour cela qu'il est fondamental de faire intervenir les sachants au niveau des métiers. Et puis, in fine, donc on va définir des mesures de sécurité en fonction, justement, de ce qui a été identifié comme besoin de sécurité. Il est possible de se référer à la littérature, entre guillemets, cybersécurité. La littérature cybersécurité, vous voyez, on pense par exemple à l'ISO 27002, l'annexe A de l'ISO 27001. Eh bien oui, on a des mesures de sécurité, mais ce qui est très important, et ça c'est un point tout à fait crucial, c'est qu'il ne s'agit pas d'implémenter toutes les mesures de sécurité, ce n'est absolument pas ce qu'a demandé l'ISO 27001, du reste, il s'agit, en fonction de vos besoins de sécurité, après avoir positionné le curseur, de dire ce qui est applicable et dans quelle mesure telle ou telle mesure de sécurité est applicable. Alors, en quoi cela consiste, la catégorisation des biens essentiels? Alors, les biens essentiels, comme je vous le disais à l'instant, il s'agit des processus et des données. Alors, prenons un exemple académique, on va avoir des processus support, par exemple, tout ce qui est autour de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité. Ça ne signifie pas, vous voyez, là on les a regroupés pour simplifier l'approche, mais ça ne signifie pas nécessairement que les besoins de sécurité vont être les mêmes. Mais on travaille sur une catégorisation. On va avoir une autre catégorie. Par exemple, tout ce qui est spécifique à votre métier, à titre d'exemple, la gestion du parc immobilier, les projets de rénovation. Ça va être également, bien entendu, la gestion en fait, des locataires. Et puis des aspects plus techniques, donc les données techniques, qui vont permettre d'entretenir, de mettre en place ce système d'information. Ensuite, on va définir les besoins de sécurité de chacune de ces catégories, selon les 4 critères que j'évoquais tout à l'heure. Ils ne sont pas tout à fait triviaux, mais ils portent tout de même bien leur nom, la disponibilité. Effectivement, on doit se poser la question, et ça, on arrive à le faire très très bien de façon tout à fait intuitive. Pendant combien de temps peut-on se passer de telle ou telle donnée et de telle ou telle ressource qui permet de traiter, d'accéder à la donnée? L'intégrité, c'est encore une fois ce qui caractérise le fait que la donnée ne doit pas être modifiée. La confidentialité, le terme parle de lui-même, il s'agit de ne pas divulguer l'information
à des personnes ou à des organisations qui n'ont pas besoin d'en connaître. Et puis la traçabilité, c'est la traçabilité des actions. C'est une notion qui est, dans le monde français, prise très très souvent de manière indépendante, et dans le monde anglo-saxon, qui est considérée comme sous-jacente aux 3 autres éléments. Alors une fois qu'on a fait cela, et j'insiste sur le fait que ces besoins de sécurité doivent être définis par les métiers, on arrive, vous voyez, à une définition des besoins de sécurité en se disant, voilà, tel type de données, les données comptables, les données RH, on a un besoin de disponibilité qui est sur une échelle de 1 à 4, admettons médiane, en termes de confidentialité, eh bien peut-être qu'on va arriver à un niveau de sécurité qui est plus fort. Et tout cela, vous voyez bien que ce sont les métiers qui sont en mesure de le dire, les spécialistes de cette catégorie de données. Donc on arrive à ce premier niveau de catégorisation qui, encore une fois, est tout à fait définissable de manière, j'ai envie de dire, intuitive par les métiers, par les sachants. Ensuite, on va catégoriser et cartographier ces différentes données sur le système d'information. On est sur des systèmes d'information à l'heure actuelle qui sont très ramifiés. Et notamment dans vos domaines, on le voit, il y a ce qu'on appelle des ressources dites on-premise, donc sur site, vous avez des locaux techniques, et puis vous allez aussi vers le cloud ou vers ce qu'on appelle des applications en mode SaaS, donc Software as a Service, ou après, pour aller plus dans le détail, il y a d'autres modèles, ce qu'on appelle le IaaS, le PaaS, etc. Mais très souvent, vous faites appel à cette notion de Software as a Service, où une application est disponible dans le cloud, et finalement, elle n'a souvent pas été développée par vous-même, vous n'allez pas l'infogérer, elle n'est pas nécessairement sous votre contrôle. Elle est quelque part, cette application. Très concrètement, elle n'est pas dans les nuages, elle est dans des data centers, mais elle est, bien entendu, pas sous votre contrôle immédiat. Et puis, on va avoir d'autres ressources, encore une fois, qui vont se situer, pareil, peut-être dans le cloud, peut-être dans vos locaux. Et l'idée est bien de définir où sont vos données, métiers, supports, dans votre système d'information, qui soit tout à fait homogène ou qu'il soit ramifié. Une fois qu'on a fait cela, vous avez vu tout à l'heure, nous avons défini les besoins de sécurité des différentes données. Et bien, par principe d'héritage, parce que nous avons identifié les ressources informatiques sur lesquelles les données se trouvent, par principe d'héritage, on pourra déduire très facilement les besoins de sécurité des ressources informatiques qui constituent le système d'information. Donc vous voyez que dans cette approche, on fait la part belle à l'avis des directeurs et responsables métiers, parce qu'aucun risque n'est intrinsèque à l'informatique. Le risque cyber, et ça peut-être que certains d'entre vous ont entre guillemets tiqué sur ce terme, le risque, c'est un risque général qui a une composante qui fait intervenir les ressources informatiques. Et c'est cela qui va entraîner un risque qualifié de risque cyber usuellement. Donc, en ayant une approche métier, in fine, on arrive à identifier les besoins de sécurité des ressources informatiques, et c'est à ce moment-là que justement le RSSI, le DSI et leurs équipes vont intervenir pour sécuriser le système d'information au regard de ces besoins exprimés par les métiers et validés par la direction générale. Et ensuite, on arrive au dernier point. Une fois que l'on a défini justement pour chacune de ces ressources les besoins de sécurité, alors c'est un exemple encore une fois qui est tout à fait académique, vous voyez, on a différentes mesures de sécurité. Je vous parlais tout à l'heure des différentes normes et standards. J'ai cité notamment l'ISO 27001 et puis entre guillemets le supermarché des mesures de sécurité que constitue l'ISO 27002. On a des architectures entières, on va préconiser de faire des scans de vulnérabilité, on va mettre des équipements de sécurité qui vont sécuriser la couche applicative, on va faire du chiffrement en base, on va faire du chiffrement des flux, etc. Eh bien, la sélection de ces différentes mesures de sécurité va être directement indexée sur les besoins de sécurité qui ont été définis sous le contrôle des métiers. Et c'est en cela que cette approche est pragmatique, c'est-à-dire qu'on répond à un besoin qui est exprimé par les métiers. Alors, à titre d'exemple, vous voyez, si on a un besoin de traçabilité qui est très fort sur notre application interne, je suis en ligne 2, hébergée dans vos locaux,
Eh bien oui, un SIEM, c'est un dispositif qui va permettre de tracer, d'agréger, de corréler les différents signaux faibles, et puis de voir justement ce qu'il se passe sur cet environnement. On va avoir la possibilité, si on a un besoin de confidentialité qui est très fort, eh bien de protéger la data, la donnée de façon efficace, par exemple en réalisant du chiffrement en base, sans oublier le chiffrement des flux, etc. Donc vous voyez toute cette démarche, comment elle permet, in fine, de bien sécuriser votre système d'information. Et puis il y a un point qui est très très important, il s'agit d'équilibrer les budgets selon 3 axes. Encore une fois, je reviens sur ce postulat, entre guillemets, de départ, qui consiste à dire qu'aucun système d'information est invulnérable. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. Bien entendu, un système d'information va, à un moment donné, présenter des vulnérabilités parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on se bat contre le temps. Alors, un exemple qui est vieux comme le monde, ce sont les correctifs de sécurité. Oui, même si on est réactif, même si on a des process qui sont bien en place, pour des raisons d'incompatibilité applicative, parfois, on va retarder le déploiement de certains correctifs de sécurité. Donc, en termes de protection, le système va être un petit peu vulnérable. Donc oui, il s'agit de le protéger, mais il s'agit également de mettre en place des mesures de détection. Vous voyez, pour prendre cet exemple un petit peu trivial, cette analogie, mais qui illustre bien le propos, si vous positionnez sur votre domicile une porte blindée, à un moment donné, si une personne a le temps nécessaire pour la fracturer, elle y parviendra toujours. En revanche, si vous avez un deuxième rideau, une mesure de détection, et bien derrière, vous pourrez réagir. Et bien en sécurité des systèmes d'information, on protège tout le système de cette manière, en articulant et de préférence en équilibrant les budgets selon ces 3 axes, protection, détection, réaction. C'est-à-dire, on ralentit la possibilité d'intrusion, nous sommes en mesure de la détecter, et enfin, vous réagissez. Donc, lorsque vous sélectionnez vos mesures de sécurité, ayez toujours cela en tête. Alors, nous allons arriver sur des aspects qui sont purement pratiques. Et effectivement, ce contexte que nous connaissons tous, donc qui est la pandémie actuelle de la Covid-19, eh bien, ce que cela a généré, nous avons constaté dans toutes les organisations sur lesquelles nous sommes intervenus, c'est qu'il y a eu nécessité, bien entendu, d'ouvrir le système d'information sur le monde extérieur. Or, les systèmes entièrement cloisonnés à l'heure actuelle et non ouverts sur le monde extérieur, il y en a bien entendu très peu. Mais il n'empêche qu'il y avait des éléments du système d'information qui n'étaient pas accessibles depuis l'extérieur. Et pour des raisons de continuité d'activité, pour rendre le télétravail possible, il a été nécessaire de rendre accessibles à distance ces différents systèmes. Donc la question que nous devons nous poser en amont, c'est donner accès à distance au système d'information, soit, mais tout ou partie. Alors tout d'abord, ce qu'il convient de faire, c'est de déterminer avec précision les applications, les volumes de stockage que nous entendons par là. Ce sont par exemple les serveurs de fichiers. On a beaucoup de choses qui se retrouvent sous Office 365. On a également des serveurs de fichiers qui sont stockés on-premise, et puis ils n'étaient pas nécessairement accessibles depuis l'extérieur. Donc la question qu'il faut se poser dans un premier temps, c'est est-ce que, en mode dégradé, il est indispensable d'ouvrir cette composante du système d'information sur le monde extérieur? Alors, bien entendu, en mode dégradé, sait-on encore ce que cela signifie et pendant combien de temps cela va-t-il durer? On ne sait pas, bien entendu, mais on peut tout de même tirer encore une fois un fil directeur et se dire que pour telle activité, telle donnée, il est essentiel de la rendre accessible en permanence. Donc oui, ce volume de stockage devra être accessible, y compris lorsque la population sera confinée. Donc cette question, elle est fondamentale. Elle permet déjà de bien borner les différents accès que vous allez avoir besoin d'ouvrir. Ensuite, un autre point qui est très important, et cela rejoint le préambule, c'est qu'il faut identifier les ressources qui nativement, alors nativement, ce que nous entendons par là, c'est-à-dire au moment où le système d'information a été conçu, est-ce qu'il avait été envisagé de rendre possible un accès à distance, ces différentes ressources. Donc, il faut se demander si elles sont éligibles à être accessibles à distance. Parce que si elles n'étaient pas, oui, il y a toujours des moyens faciles,
fonctionnels qui vont permettre de rendre accessible à distance telle ou telle ressource. Et pour les personnes un peu techniques, faire de l'accès remote du port 3389 sur un réseau public, eh bien oui, c'est pas que c'est déconseillé, c'est qu'il ne faut absolument pas le faire. Mais malheureusement, c'est une solution de facilité, puis on peut être tenté parfois de le faire. Alors, ce que ça signifie, c'est que derrière, il y aura probablement des mesures de sécurisation à réaliser avant de rendre accessibles à distance ces ressources qui nativement n'avaient pas été prévues pour l'être. Ensuite, il faut identifier les personnes qui doivent avoir accès aux différentes ressources. Il ne s'agit pas, entre guillemets, d'ouvrir les vannes à la totalité des collaborateurs qui vont intervenir à distance, mais qui ne vont pas avoir nécessité d'accéder à tout le système d'information. Et peut-être pas à toutes les parties auxquelles ces collaborateurs ont accès en régime nominal. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est très important, parce que nous avons eu l'occasion de constater pléthore de scénarios d'attaque qui avaient été rendus possibles parce que ces droits d'accès à distance n'étaient pas limités de façon temporelle. Alors encore une fois, c'est un vaste débat. Sait-on encore vraiment à l'heure actuelle quels sont les horaires de travail normaux? On les devine, et puis pour ça, il y a tout de même des dispositions légales et puis des dispositions RH. Rendre accessible un système d'information sensible à distance dans la nuit du dimanche au lundi à 3 h du matin, eh bien peut-être qu'il n'est pas indispensable de le faire. Et encore une fois, les organisations malveillantes qui vont privilégier, qui vont réaliser des scénarios d'attaque, vont privilégier les ressources les plus sensibles. Et si effectivement, à une heure où la surveillance est moindre, il est possible de se connecter facilement à un système d'information, eh bien ce système va devenir une cible idéale. Donc il est important de limiter également les possibilités d'accès en fonction des différentes tranches horaires. Alors, une fois que nous nous sommes dit tout cela, donc là on a conceptualisé déjà un petit peu le télétravail, en quelque sorte. Nous nous sommes demandé quoi, qui et à quel moment. Une fois que nous avons répondu à toutes ces questions, il va s'agir de sécuriser le système d'information. Oui, il faut utiliser les moyens de chiffrement point à point. Vous voyez ce qu'on appelle des Virtual Private Network, c'est-à-dire que c'est une forme, entre guillemets, de tunnel, voilà, qui va donc sécuriser point à point un accès. Donc ça, c'est effectivement le bas à bas. Je vous parlais tout à l'heure d'accès à distance sur du réseau public sans avoir de connexion chiffrée. Effectivement, c'est une pratique qui est tout à fait à proscrire. Ensuite, et cela nous le conseillons de façon systématique également, et pour un point qui viendra tout de suite après cette diapositive, c'est de mettre en place des technologies d'authentification fortes. Parce que finalement, le terminal utilisateur, il ne va pas être toujours sécurisé pour beaucoup de raisons, même s'il s'agit d'un PC, d'un terminal utilisateur d'entreprise. Eh bien, en ajoutant encore une fois une nécessité d'authentification multifacteur, vous savez, c'est la combinaison de ce que l'on sait, de ce que l'on a et de ce que l'on est potentiellement, éventuellement avec de la biométrie. Eh bien, en combinant ces facteurs pour pouvoir s'authentifier, pour pouvoir se connecter à un système d'information, on va supprimer un certain nombre de scénarios de risque. Donc, ne pas doter son VPN d'un système d'authentification forte est une très mauvaise économie. Ensuite, il faut cloisonner les ressources du système d'information. Alors nativement, parfois, le système peut l'être. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez, on se posait la question, est-ce que nativement, telle ou telle ressource, nous avions prévu de la rendre accessible? En général, si on a prévu de la rendre accessible à distance, on a pris des dispositions pour la mettre donc dans cette fameuse zone démilitarisée, c'est-à-dire donc avec plusieurs firewalls, des ruptures de protocole, pour que, en quelque sorte, cette ressource soit dans une zone tampon et que même si cette zone est compromise, eh bien, il va être compliqué de propager une attaque à la totalité du système d'information. Donc les ressources qui sont accessibles depuis l'extérieur doivent être cloisonnées autant que possible d'un point de vue réseau sur votre système d'information. Ensuite, un autre point, et ça, vous voyez qu'on change un petit peu de critères de sécurité. On se l'est dit, hein, les 4 critères usuels de la sécurité, donc DICT, D comme disponibilité. Eh bien, quand on parle de disponibilité, on parle de cybersécurité, bien entendu, et il faut dimensionner les infrastructures d'accès à distance de manière à ce qu'elles puissent absorber les pics de charge.
Et parce que très souvent, les systèmes qui permettaient ces accès à distance étaient réservés à quelques personnes, et donc il n'était pas prévu qu'il y ait d'un seul coup énormément de personnes qui puissent se connecter. Et bien ça, une ouverture à un très grand nombre de collaborateurs, ça génère un pic de charge et cela peut faire tomber une machine. Et là, votre système, il devient indisponible. Donc effectivement, il faut prévoir cela et bien dimensionner les différentes infrastructures de connexion à distance. Et enfin, dernier point, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est définir les niveaux d'accès, ce qu'on appelle les privilèges, avec une granularité fine. C'est-à-dire que il ne faut pas considérer que tous les collaborateurs doivent pouvoir accéder de façon tout à fait monolithique au système d'information. On a l'habitude de le faire pour des comptes dits à haut privilège, pour des administrateurs. D'accord, mais il faut le faire également pour les différents salariés. Il y a quelques années encore, on se posait la question sur un PC, on se demandait est-ce qu'il faut donner des droits d'administration à tous les utilisateurs. Cette réponse a été donnée depuis longtemps, non, il ne faut pas le donner. Eh bien, si je devais établir une analogie, faut-il donner avec le même niveau de privilège accès à distance au système d'information à tous les collaborateurs? Là aussi, la réponse est non. Et donc, il faut bien comprendre ce que le collaborateur a besoin de faire sur le système d'information lorsqu'il travaille depuis chez lui pour lui donner le droit d'accès adéquat. Et enfin, et vous voyez que là, nous rejoignons ce dernier pilier de la sécurité que j'abordais tout à l'heure, ce dernier axe entre la protection, la détection, la réaction, il faut surveiller, effectivement. Surveiller parce qu'il y a plein de signaux faibles. Vous savez, les signaux faibles, ce sont des éléments, des événements qui, pris de manière indépendante, ne sont pas forcément révélateurs de grand-chose, mais qui, lorsqu'ils sont combinés les uns avec les autres, constituent un faisceau de choses qui sont suspectes et qui nous permettent de comprendre qu'on est en train de s'écarter de la situation nominale. Eh bien, oui, dans un scénario d'attaque à distance, en général, il y a plusieurs choses qui peuvent éveiller nos soupçons. On va voir qu'il y a des machines qui deviennent indisponibles. On va se rendre compte qu'un processus de sauvegarde automatisé n'a pas fonctionné. Eh bien, tout cela, vous voyez, si on l'agrège, on se dit, il est en train de se tramer quelque chose. Et là, on peut réagir. Donc, lorsque l'on donne accès à son système d'information à distance, il convient de le surveiller. Pas sur tous les scénarios possibles et envisageables, mais sur, on va dire, un panel de scénarios triés sur le volet et qui sont usuels et qui permettent de détecter une éventuelle attaque. Alors, cette question, enfin, le dernier point, n'est-on télétravailleur? Ni vous ni moi, je pense. Nous ne l'avions pas prévu. Donc, non, nous ne sommes pas télétravailleurs. Donc, il y a un point qu'il est indispensable de ne pas négliger lorsque l'on donne accès à notre système d'information aux collaborateurs lorsqu'ils travaillent à distance, c'est de les sensibiliser, de les former, de leur expliquer ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de ne pas faire. Quitte à enfoncer des portes ouvertes, c'est pas très grave tout ça finalement. Ce qui est important, c'est de l'avoir dit à un moment donné. Comme ça, même si des choses peuvent prêter à sourire, au moment où on s'apprête à faire quelque chose qui peut paraître, bon, d'accord, on a l'habitude de le faire, mais l'habitude, parfois, ce n'est pas une bonne chose. Eh bien, on se dira, ah oui, on m'a quand même expliqué que cela, il ne fallait pas le faire. Donc, toute chose doit être dite. La sécurité physique, tout d'abord. Vous voyez donc cette petite illustration avec un enfant. Les enfants sont très inventifs, bien entendu. Donc, sécurité physique, il ne s'agit pas de demander, encore une fois, de transformer toutes les habitations en Fort Knox, mais il s'agit, par exemple, de bien expliquer aux collaborateurs que un PC, même à la maison, ne doit pas rester ouvert, non verrouillé, lorsque le collaborateur n'est pas en train de travailler sur celui-ci. Parce que pour un peu que ce soit un administrateur, et puis qu'il a un enfant en bas âge, et puis je vous disais, les enfants sont inventifs, ils peuvent faire tomber, et malheureusement, et c'est un cas de figure qui a pu être rencontré, oui, un administrateur qui était sur une console d'administration et qui a laissé son PC sans surveillance, eh bien là, on n'est pas sur de la malveillance, on est sur de la maladresse. Un enfant peut pas faire tomber un système d'information, mais peut déjà l'endommager parce que il a voulu justement, cet enfant, travailler rapidement sur le PC de son papa.
Ensuite, il y a d'autres aspects qui sont très très importants, c'est que systématiquement, lorsqu'on se connecte à un système, systématiquement, quasiment du moins, lorsqu'on se connecte à distance à un système d'information, on va utiliser une ressource personnelle. Pas forcément le PC, mais le boîtier, Internet, qui est donné par le fournisseur d'accès. Eh bien cela, l'entreprise n'a pas le contrôle et n'a pas la visibilité sur le paramétrage, sur les pratiques également. Vous voyez, on peut très bien habiter dans un appartement, avoir une connexion partagée avec des colocataires, avec des voisins même parfois. Et puis, lorsqu'on a configuré le PC, on n'a pas forcément indiqué qu'on ne souhaitait pas que le PC ne soit pas visible des autres utilisateurs qui sont sur le même réseau. Eh bien, effectivement, oui, il faut expliquer que, et c'est compliqué parce qu'on fait presque intrusion dans la vie personnelle des différentes personnes, mais leur expliquer qu'il y a des pratiques sur le matériel qui leur appartient, à partir du moment où ils l'utilisent dans un milieu professionnel, eh bien, ils doivent suivre des bonnes pratiques. Donc, ne pas partager les codes d'accès avec les voisins, par exemple. Ne pas changer les configurations natives. Ce genre de choses, parce que cette boîte, ce boîtier d'accès, qui est donné par le fournisseur d'accès à Internet, eh bien, il constitue ce que nous appelons une surface d'attaque. Et une fois que ce boîtier est compromis, une personne peut se retrouver sur le terminal utilisateur, qu'il soit d'entreprise ou non, et ensuite, par rebonds successifs, des rebonds triviaux, accéder au système d'information et le compromettre. Tout à l'heure, je vous parlais notamment, vous voyez, d'authentification forte sur les VPN. Ça, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur, c'est-à-dire on va ériger différentes barrières successivement pour empêcher une personne maladroite ou malveillante d'accéder à un système d'information et le compromettre. Enfin, le dernier point, c'est un terme peut-être un peu pompeux, qui est la ségrégation des sphères privées et professionnelles. Effectivement, lorsque on travaille à la maison, on peut reproduire les usages que nous avons dans notre quotidien sur nos pratiques professionnelles. Eh bien, il s'agit encore une fois de sensibiliser les collaborateurs sur le fait qu'un PC personnel doit avoir un usage personnel et qu'un PC professionnel doit avoir un usage professionnel. Enfin, nous allons illustrer donc cette priorisation des risques cyber sur un sujet que nous avons identifié comme important parce que très souvent, vous faites appel, et pour différentes raisons, à des tiers qui vont intervenir sur l'implémentation ou sur le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité de votre système d'information. Or, pourquoi et pour quelles raisons faites-vous usuellement appel à des tiers? Alors, la liste n'a pas la prétention d'être exhaustive, bien entendu. Alors, pour des raisons d'expertise, en raison du dimensionnement des équipes internes, parce que parfois, donc, vous faites partie de structures qui ne vont pas avoir, entre guillemets, la même puissance de feu en termes de cybersécurité que des très très grandes entreprises avec des équipes dédiées à l'IT, des équipes dédiées à la cybersécurité. Donc, vous avez nécessité de faire appel à des prestataires pour entretenir votre système d'information. Pour des raisons budgétaires aussi, parce que souvent, quand on fait appel à des tiers, et je parle d'hébergement notamment, eh bien, on va faire des économies d'échelle. Donc, les missions qui peuvent être demandées aux tiers, j'ai déjà plus ou moins répondu à ces différents points, pour du conseil et de l'accompagnement, pour de l'hébergement, de la mise à disposition de ressources. Alors, hébergement, il y en a encore une fois différents types. On peut avoir des machines qui vont être sous votre contrôle, mais qui vont être positionnées dans des data centers, et puis, finalement, le cloud aussi, c'est déjà une forme d'hébergement aussi externalisé. Parce que la ressource, peut-être en fonction du modèle IaaS, SaaS, PaaS, CaaS que vous avez adopté, eh bien peut-être qu'elle n'est pas directement infogérée par vos propres équipes. Pour des sujets d'implémentation également, pour des projets qui sont importants dans votre secteur, il y a notamment un tiers qui est incontournable et qui va intervenir sur
l'implémentation de logiciels comptables ou toutes les surcouches applicatives qui gravitent autour de ce domaine. Pour des raisons d'implémentation, il y a des tiers qui peuvent accéder à votre système d'information. Et enfin, le fameux maintien en conditions opérationnelles et de sécurité. Maintenir en conditions opérationnelles et maintenir en conditions de sécurité, eh bien, cela donne la possibilité à des tiers, avec des droits d'administration, de modifier les configurations de vos systèmes, alors à des fins tout à fait bienveillantes, bien entendu, mais s'il n'y a pas un niveau de contrôle, un niveau de service aussi qui n'est pas défini précisément, eh bien, parfois on peut faire du mal au système d'information. Donc l'idée ici est de se demander, finalement, comment va-t-on sécuriser la relation avec les tiers? Alors, le point de départ, et peut-être en fonction des portes ouvertes, et encore une fois, c'est une chose qui mérite d'être dite, il faut établir un processus structuré de sélection. Il y a bien entendu des critères financiers qui rentrent en compte, il y a également des critères d'expertise, des critères de disponibilité, également des tiers en fonction de ce que vous allez leur confier. Donc il y a des processus, vous voyez, qui, en fonction de critères tout à fait objectifs, vous permettent de dire « je vais travailler avec tel prestataire » parce qu'il va m'apporter satisfaction, il va correspondre également au budget qui est associé à tel ou tel projet, et puis derrière, je vais avoir les informations dont j'ai besoin pour être rassuré quant à la qualité de sa prestation. Et c'est bien ça le sujet, justement, le deuxième point, c'est qu'il faut définir des niveaux de service, les niveaux de service qui sont attendus, il faut les formaliser dans les contrats. Vous savez, les fameux SLA, donc les niveaux de service. Définir des niveaux de service, cela peut être en termes de rapidité d'intervention. Toujours le critère disponibilité. Les niveaux de service aussi, cela peut concerner des mises à jour sur des composants de votre système d'information qui ne sont pas forcément très faciles à mettre à jour. Je vais penser à des équipements tels que des switches, par exemple. Et oui, mais il y a beaucoup de switches qui ont tout de même des vulnérabilités. Alors, si jamais ces composants ne font l'objet d'un maintien en conditions de sécurité, ils vont constituer encore une surface d'attaque. Bien entendu, il faut border le tout, parce qu'on peut faire également beaucoup de mal au système d'information, on peut le rendre indisponible si, lorsque l'on réalise des upgrades, on ne va pas avoir testé suffisamment donc les effets collatéraux envisageables. Et puis, les niveaux de service aussi, ce que cela peut inclure, sont pratiques. Je parlais tout à l'heure de projets d'ampleur que vous pouvez être amené à faire réaliser par des tiers. Eh bien, il faut s'assurer en fait que les pratiques qui vont être mises en œuvre correspondent aux pratiques usuelles recommandées de la sécurité. Alors, il y a bien entendu souvent la notion de budget, parce que lorsque l'on demande des choses qui sont extrêmement pointues, le budget va être revu à la hausse. Mais encore une fois, en toute connaissance des risques que telle ou telle pratique peut induire, il faut vous poser la question si tel ou tel investissement supplémentaire n'est pas une chose nécessaire. Un autre point, ça on l'a évoqué par le biais d'autres sujets, lorsqu'on parlait des accès à vos collaborateurs, le niveau d'accès qui est donné. Et bien pour les tiers, c'est exactement le même principe. Il faut leur donner accès selon ce qu'on appelle le principe de moindre privilège. Le principe de moindre privilège, vous voyez, si une organisation, un prestataire est chargé de maintenir votre ESI, il n'a pas nécessairement besoin d'avoir des droits d'administration qui sont pléthoriques, d'une part en termes d'exhaustivité sur le système d'information, il faut qu'ils soient cantonnés à l'environnement sur lequel ils interviennent, et puis pour faire certaines choses, on n'a pas besoin d'être administrateur du domaine. On peut être administrateur d'une machine, et ça peut être suffisant. Et encore une fois, en limitant le niveau de privilège attribué aux différents tiers, eh bien, il y a possibilité de juguler des crises cyber, des scénarios d'attaque qui vont être rendus plus complexes, parce que même si un compte est compromis, eh bien derrière, oui, peut-être qu'il sera possible de faire de l'upgrade de privilèges, mais si votre système est doté de niveaux de détection suffisants, vous allez voir qu'une attaque est en train de se tramer. Et tout cela contribue à ralentir l'attaque. Et enfin, et ça c'est un point tout à fait crucial, il faut définir des tableaux de bord. Nous sommes sur la notion de gouvernance. Les tableaux de bord, ils doivent être indexés sur les niveaux de service que vous avez attendus, que vous attendez, que vous avez définis, plus exactement.
Donc les tableaux de bord, vous voyez, on parlait tout à l'heure, je prends un exemple académique, hein, de mise à jour des composants du système d'information. Alors il y a deux choses. La première, c'est effectivement de s'être assuré que le niveau de service attendu a bien été défini et contractualisé. Puis la seconde, c'est de vérifier, malgré tout le professionnalisme, hein, du prestataire auquel vous avez fait appel, de vérifier que de son côté, la prestation qu'il réalise est bien faite selon les attendus. Et pour cela, on n'a toujours rien trouvé de mieux qu'un tableau de bord. Le tableau de bord, il peut être alimenté en interne sur un certain nombre d'éléments, mais il doit être alimenté aussi par les tiers eux-mêmes sur un certain nombre d'autres éléments qui vous permettent de valider que la prestation est réalisée selon les attendus contractualisés. Et donc pour cela, dans la littérature cybersécurité, vous trouverez énormément de tableaux de bord qui sont préconstitués, et l'idée est de les mettre entre les mains de vos tiers pour qu'ils interviennent selon des pratiques sécurité avérées. Super, bah écoute, il n'y a plus d'autres questions. Donc je pense qu'il est bientôt midi, donc on va pouvoir clore le webinaire. En tout cas, un grand merci Grégory pour l'éclairage que tu as pu apporter sur ce sujet-là, et surtout la démonstration que sur un sujet qui est parfois technique, parfois compliqué, qui est parfois peut-être ésotérique pour certaines personnes, néanmoins une approche pragmatique permet quand même de bien expliquer les choses et de faire prendre conscience aux directions générales de l'ampleur des risques qui sont pris, et puis derrière, des mesures à prendre de façon proportionnée face à ces risques-là, ou face à ces situations particulières, puisque tu évoquais celle du télétravail à distance, et c'était un excellent exemple. Voilà. Écoutez, un grand merci à tous pour avoir assisté à ce webinaire. On sera en capacité naturellement à vous transmettre le support qui a été présenté. Et puis le webinaire étant enregistré, vous aurez la possibilité de le revisionner à nouveau sur la chaîne YouTube de Grant Thornton, et puis de le partager avec vos collègues. Voilà, écoutez, un grand merci. Merci à vous tous et très bonne journée. Très bonne journée à vous. Au revoir.